parce que vraiment, Sénégal nous a beaucoup aidés pendant les problèmes. Ça va améliorer entre les relations Gambie et Sénégal. Tout le monde sait que la Gambie et le Sénégal, c'est le même pays, quoi. Avec la venue du président Barrow, je crois que les relations entre le Sénégal et la Gambie vont s'améliorer. Même sentiment chez la famille Ning à Colobane. La visite d'État fait appel à l'histoire. Le président, le président Macky Sall avait effectué sa première visite d'État en Gambie. Si le président Barrow fait de même, on ne peut que s'en féliciter. Non loin du centre-ville, à Yoff, chez la famille Kouaté, domicile d'Amadou Diané, ancien ministre gambien, ils attendent un président qui ne sera guère dépaysé. Il quitte chez lui pour venir chez lui. Parce que Dieu a fait que c'est ici qu'il a présenté son serment pour être président. Lors de l'indépendance de la Gambie, c'est le président Macky Sall qui a été le président, l'invité d'honneur. Nous souhaitons que tout le peuple sénégalais sorte pour accueillir le président Barrow. Partout où l'on est passé, la visite se prépare. Des appels à la mobilisation sont lancés. Le ministre du Commerce était en tournée dans la vallée du Djobas et dans la commune de Noto Djobas. Les agriculteurs ont été réconfortés par Alioune Sarr qui, sur place, leur a confirmé que leur production pourra trouver acheteur. Le domaine agricole de Noto Djobas va aussi incessamment démarrer ses activités. Cher Bambagé. La revitalisation de la vallée du Djobas est une dynamique dans un secteur aussi important que celui de l'agriculture, un maillon de croissance du plan Sénégal émergent. Sur place, le ministre Alioune Sarr a réconforté les producteurs. Les sites sont visités un à un. La maîtrise de l'eau demeure indispensable dans ce secteur. Le constat est fait par le ministre. Les efforts vont se poursuivre pour réaliser la vision du chef de l'État. Nous sommes venus avec les services régionaux du commerce, mais également avec le DRDR, mais aussi avec les commerçants de la région de Thiès, notamment ceux qui s'occupent du parc à Oignon, et avec l'ensemble des services de l'État, pour justement que cette question de la commercialisation puisse être résolue. Et vous avez constaté donc l'engagement pris par les commerçants justement de procéder à l'écoulement de cette production une fois qu'elle aura atteint la phase de la maturité. De retour des champs, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a rencontré les populations de Anen sur l'importance des domaines agricoles communautaires, les DAC. D'ailleurs, les travaux du DAC de Anen dans la commune de Noto Djobas vont bientôt démarrer. La commune de Noto Djobas est un territoire d'application des principaux programmes du plan Sénégal émergent. Vous avez entendu parler tout à l'heure du PRODAC. La commune de Noto Djobas a délibéré pour 2500 hectares. Avec les populations. L'un des principaux exportateurs d'oignons également a investi dans la commune de Noto Djobas sur 100 hectares. À Cœur Madaro, c'est une préoccupation du chef de l'État qui est en train d'être exécutée par le ministre du Commerce. Ces femmes qui vendaient au bord de la route des fruits vont bientôt s'installer dans ces cantines en construction. Une longue préoccupation des femmes de pouvoir commercer dans des conditions dignes. Parce que vous avez vu donc, voilà, au bord de la route, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu des accidents ici, donc il y a des problèmes de sécurité, des problèmes également quand il pleut, des problèmes également d'hébergement, etc. Et donc il a fallu donc que nous puissions, avec elles, envisager de construire tout au long donc, de la route des box sécurisés, carrelés dans de bonnes conditions de confort, avec tout ce qu'il faut pour faire le commerce dans de bonnes conditions. Et naturellement, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, il y a plus de 50 box qui sont construits. Nous allons continuer ce chantier pour que nous ne puissions plus voir vraiment des magasins dans des conditions aussi difficiles de travail. C'est une population très enthousiaste de Noto Djobas qui a accueilli le ministre du Commerce, par ailleurs maire de la localité. Toutes les préoccupations sont prises en charge et seront bientôt réalisées, rassure le ministre, en synergie avec tous les acteurs impliqués. Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds de développement local, le PNDL équipe les villages de Falor et Pointe-Sarène de la commune de Malicounda en infrastructure sanitaire. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, procédera à leur inauguration d'un coût global de 40 millions de francs CFA. Le poste de santé de Falor et la maternité de Pointe-Sarène permettent de résorber
le gap infrastructurel noté dans la commune. Le reportage d'Arwandiaï. Une satisfaction partagée. Malicounda a exprimé sa joie. Le poste de santé de Falor et la maternité de Pointe-Sarène, nouvellement acquis grâce au concours financier du PNDL, en valent la peine. À pas de charge, Abdoulaye Diouf Sarr tâte le pouls et inscrit les collectivités territoriales sur l'orbite des réalisations. Il me revient, au nom du ministre de la Santé, le professeur Eva Maricol Seck, de remercier très sincèrement Monsieur le maire de Malicounda et de souhaiter que toutes les activités qu'il mène pour améliorer la santé des populations continuent et nous ferons tout pour prendre en charge correctement la santé des populations. Au regard de la disponibilité de toutes les commandités pour un plein fonctionnement de ces ouvrages sanitaires, le maire invite les populations à leur durabilité. Après avoir inauguré cette belle infrastructure, il nous faudra maintenant veiller à son entretien ainsi que la maintenance de ces équipements. C'est pourquoi j'invite le personnel de santé à tout mettre en œuvre pour que l'entretien et la maintenance des locaux et des équipements soient assurés en permanence. L'État a injecté dans la commune de Malicounda, à travers le Fonds de développement local du PNDL, un montant de 129 millions de francs CFA pour la réalisation d'une plateforme minimale d'infrastructures de base. Des efforts mis en exergue par la tutelle. Cela entre dans ce projet extrêmement important, instruit par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, pour que partout dans les 557 collectivités locales, qu'on puisse effectivement aider les maires à avoir des infrastructures adéquates. Aujourd'hui c'est la santé, demain ce sera l'éducation, l'environnement, en tout cas tous les autres secteurs où l'État, dans sa puissance régalienne, doit quand même aider les collectivités locales à avoir des infrastructures de base. Nous allons bientôt effectivement avoir un Sénégal de la philosophie acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire un Sénégal où les maires sont conscients qu'avec eux, on doit avoir des communes compétitives et porteurs de développement. Une ambulance a été obtenue grâce à l'entregent du maire pour une disponibilité de l'offre de services de santé de base. Des efforts sont en train d'être faits pour ériger le poste de santé de Falor en centre de santé. À présent, les audiences du chef de l'État, le président Macky Sall a reçu cet après-midi le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, a félicité et remercié le président Macky Sall pour le rôle du Sénégal au Conseil de sécurité, notamment dans les dossiers de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du bassin du lac Tchad. Jeffrey Feltman au micro de Oumar Ning. J'ai tenu tout d'abord à féliciter et à remercier Son Excellence le Président Macky Sall pour le rôle du Sénégal au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons évoqué l'importance de soutenir une approche régionale dans le bassin du lac Tchad et au Sahel pour lutter de manière plus efficace contre les menaces et les causes profondes du terrorisme. Nous avons aussi échangé sur la situation en Gambie. Nous nous sommes satisfaits du règlement pacifique de la crise post-électorale. Nous avons évoqué les défis présents et à venir et j'ai fait part au président de la volonté des Nations Unies d'accompagner la Gambie dans ses efforts visant à consolider la paix, pérenniser la démocratie, les droits de l'homme et à promouvoir la réconciliation nationale, entre autres. Nous avons aussi évoqué l'impasse politique et institutionnelle qui prévaut en Guinée-Bissau depuis trop longtemps et ses conséquences sur la population et le développement économique du pays. Le président Macky Sall, comme ses pairs de la CEDEAO, souhaite que l'on parvienne à une solution à la crise au plus vite. Les Nations Unies encouragent l'intensification des engagements avec les acteurs clés en Guinée-Bissau. Le président
Macky Sall a également reçu Fatouma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, est venue exprimer sa gratitude au président Macky Sall pour son soutien dans sa mission au sein de l'instance fédérale du football mondial. L'ouverture prochaine d'un bureau de la FIFA à Dakar a été également évoquée au cours de cette audience. Voici Fatouma Samoura au micro d'Oumar Nyinga. C'était d'abord une visite de courtoisie avec en présence du ministre des Sports pour témoigner toute ma gratitude au peuple sénégalais et à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son soutien inconditionnel à mon travail à la tête de l'administration de la FIFA. J'ai profité aussi de l'opportunité qui m'était offerte pour parler de l'avenir du football africain en général et de la possibilité pour la FIFA d'ouvrir un bureau régional à Dakar. Le gouvernement, mais avec à sa tête le président de la République, ont manifesté leur soutien à ma mission et le président m'a souhaité aussi beaucoup de courage et j'ai essayé aussi d'accompagnement, mais il a également exprimé sa gratitude pour la décision d'ouvrir un bureau à Dakar et a manifesté la disponibilité totale du gouvernement et des autorités sénégalaises à accompagner la FIFA pour l'ouverture de ce bureau dans les plus brefs délais. J'ai été agréablement surprise de voir que le budget qui a été alloué aux événements sportifs a été multiplié par 3, sinon par 4, depuis l'avènement du nouveau régime et que le président lui-même est un grand fan du foot, mais également quelqu'un qui soutient à 100% les efforts du ministre des Sports. J'ai vu également à la personne du ministre Matar Ba, quelqu'un d'extrêmement engagé, quelqu'un vif et jeune d'esprit, qui a vraiment à cœur le développement du sport. J'ai eu à le rencontrer déjà par 2 fois dans des endroits où se pratiquait des sports, pas seulement le football, et cela m'a conforté dans mon idée que nous avons la bonne personne à la bonne place. Le foncier relevant du domaine public peut bien être attribué à un privé, précision de taille. Ce principe qu'on appelle déclassement répond à bien des normes. Alors comment et quand déclasser? Quelles sont justement ces normes d'acquisition du domaine foncier public? Éclairage dans ce reportage de Jeanne Dior. Construire un droit ou construire n'est plus une question de choix mais de normes. Lorsque l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics veulent vendre une partie du bien foncier public à un privé, l'assiette doit faire l'objet d'un déclassement. C'est un acte par lequel l'État sort un terrain de son domaine public naturel ou bien de son domaine public artificiel pour le mettre à la disposition d'une personne morale de droit public, d'une personne privée pour la réalisation d'un projet d'intérêt ou bien d'utilité publique. Quand la partie foncière sort du domaine public, elle est déclassée. La procédure entre le détenteur du bien national et le promoteur qui souhaite acquérir les terres doit être bien établie. Pour que cette personne privée puisse détenir un droit réel immobilier sur le terrain, il faudrait que ce terrain perde son caractère de domanialité publique et qu'il soit reversé dans le domaine privé de l'État. Ce n'est qu'en ce moment que l'État peut délivrer aux demandeurs donc un droit réel immobilier qui puisse être mis dans le commerce juridique. Qu'il soit du domaine public naturel comme l'espace maritime ou celui artificiel comme les rues et emprises de voirie, le demandeur doit remplir tous les critères pour se conformer aux normes du document de planification urbaine. Il faut aller modifier le document qui a classé ce site, qui a donc défini la destination de ce site. Et comme je vous l'ai dit, ce document, soit c'est un plan directeur d'urbanisme ou un plan d'urbanisme de l'État qui a été approuvé par décret et qui est donc opposable à tiers, ou un plan de lotissement qui fait l'objet d'un arrêté signé par le ministre chargé de l'urbanisme. Le promoteur privé ou public est aussi tenu de respecter une condition sociale. Sur ce terrain, généralement, on ne peut réaliser que des infrastructures très légères et qui sont démontables et qui ne gênent pas l'usage des autres populations, tout en sachant que le demandeur, le projet qu'il réalise, c'est dans l'intérêt de tous.
Ces questions foncières sont régulées par la loi 2008-43 portant code de l'urbanisme. Elle réglemente l'occupation foncière pour tout individu voulant disposer d'une assiette, quel que soit son usage. Mais le code prévoit, en l'absence, disons, de documents de planification, il y a d'autres dispositions qui sont prévues. Vous avez les comités départementaux d'urbanisme, les comités régionaux d'urbanisme. En tout cas, toutes les dispositions sont prévues pour que tout ce qui se fait en ce qui concerne l'occupation du sol et, disons, la construction d'infrastructures sur le sol est réglementé et les dispositions sont prévues par la loi et, disons, les décrets d'application par ces lois-là. Le déclassement, une procédure de gestion publique. Il doit être légalement constaté par un acte administratif de déclassement. Il faut noter que cette gestion du domaine public fait souvent l'objet de tiraillements, surtout entre promoteurs privés et population. Amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage dans la région de Matam. Dunga Woro Alpha inaugure un collège tout neuf, Ewendu Doulo, et traîne une école élémentaire complète. Ces réalisations feront la fierté des populations. Le ministre de l'Éducation, Serine Beikiam, qui a séjourné dans le Fouta pendant 2 jours, a également visité le chantier du lycée de Sintu Bamambe et l'école préscolaire de Nouloumadi, Massambatiana. Voici le bloc scientifique et technologique de Matam, une infrastructure qui devrait être livrée au mois de mars 2016. Devant les explications peu convaincantes de l'entrepreneur, les autorités ont dit toute leur déception. Hélas, apparemment les scientifiques en herbe et leurs professeurs doivent encore attendre. Pour faire une mission spéciale, on vous a fait le relevé de tout. Vous notifiez ça à l'entreprise, vous assistez l'IA et puis au bureau de début. Au lycée de Matam, presque une situation similaire. Ici aussi, les nombreux manquements notés dans l'exécution du projet se sont répercutés juste quelques années plus tard. Des fissures qui avaient motivé l'avertissement du service de la protection civile. Elles se sont surtout aggravées il y a 2 ans, lorsque le réseau d'adduction d'eau qui était sous les bâtiments a cédé, et donc ça a entraîné un affaissement rapide des blocs pédagogiques. Et le même problème s'observe au niveau du bloc administratif, en fait de tous les bâtiments qu'il y a au niveau de l'établissement. Dans la région de Matam, l'école fait face à de nombreux défis. Au cours de ce CRD spécial, les acteurs ont évoqué surtout le manque de personnel enseignant, la prise en compte des enfants à besoins éducatifs spéciaux, la réservation des abris provisoires, entre autres. Néanmoins, ils reconnaissent que l'État a investi beaucoup de ressources financières pour améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage dans le Fouta. Au total, c'est 7 milliards 955 millions de francs CFA. 3 milliards 243 millions qui ont servi à construire 561 salles de classe, 42 blocs d'hygiène, 35 blocs administratifs, des murs de clôture et des points d'eau. 1 milliard 278 millions ont servi à construire 31 écoles élémentaires complètes, auxquelles il faut rajouter 95 millions qui ont servi à la réhabilitation et extension de 3 écoles élémentaires. 1 milliard 528 millions pour construire 8 collèges clés en main, dont 4 achevés et 4 en cours, un bloc scientifique et technologique et l'extension d'un collège. 1 milliard 754 millions pour construire 10 lycées par le PASD majoritairement et les communautés, notamment les associations d'immigrés et par l'État du Sénégal. Et 56 millions pour la mise à niveau de 3 daara. Cette rencontre de diagnostic du secteur de l'éducation dans la région de Matam a été une belle occasion pour les autorités de saluer la contribution inestimable des collectivités locales, mais aussi des émigrés dans la construction et l'équipement d'infrastructures scolaires. Un atelier de présentation de l'Observatoire national de l'emploi rural décent ONER s'est tenu à Dakar. C'est l'occasion de publier la version finale de l'ONER. Il s'agit d'un dispositif de suivi du marché de l'emploi et du secteur agricole basé sur la collecte et le traitement des données pour suivre l'évolution du marché du travail. Explication avec Awan Diaria. L'Observatoire national de l'emploi rural décent ONER est un outil stratégique qui répond à la problématique de la maîtrise des données sectorielles, reconnue comme un des enjeux majeurs des politiques d'emploi et de développement agricole au Sénégal. L'ONER est un dispositif de suivi du marché de l'emploi et du secteur agricole. La rencontre d'aujourd'hui a aussi pour moi l'occasion de célébrer comme à l'accoutumée les partenariats de la FAO au Sénégal
développés avec les institutions respectives. Je voudrais par la même occasion saluer notre engagement commun à apporter à chacun et à son niveau et dans son domaine une meilleure contribution aux politiques de développement agricole, rural au Sénégal et à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Pour terminer, je voudrais vous inviter, chers partenaires, à bien prendre soin de ce joyau précieux qu'est l'Observatoire national de l'emploi rural décent, l'ONER. En le consultant souvent et en l'alimentant régulièrement par vos contributions pour en tirer chacun le maximum de satisfaction. L'ANPEJ assure la gestion en coordination avec les différentes parties prenantes nationales. Je pense que c'est un outil qui est extrêmement important et vous me permettrez à ce niveau de rappeler pourquoi l'ANPEJ est en partenariat avec la FAO dans cette matière. Nous avons été créés il y a de cela 3 ans et parmi les missions de l'ANPEJ figure en bonne place la mise en place d'un système intégré d'information sur le marché de l'emploi. C'est l'article 2 du décret portant création et organisation de l'ANPEJ qui le précise ainsi. Et parmi les axes stratégiques d'intervention de l'ANPEJ figure également en bonne place la facilitation de l'accès à l'information sur le marché de l'emploi. Cette plateforme est à la fois physique avec des serveurs destinés au stockage des données. L'accès aux données ouvertes procurées par l'Observatoire aide à une meilleure connaissance du marché et facilite la commercialisation des produits. Il permet le suivi des projets de jeunes bénéficiaires de financement et d'apporter de la transparence dans la gestion des subventions de l'État dans le domaine de l'agriculture. Le recrutement d'agents de sécurité de proximité, les dépôts de candidatures ont démarré depuis le 13 février dernier sur toute l'étendue du territoire. 3000 agents sont ciblés pour appuyer la police à Dakar. Le hangar des pèlerins de l'aéroport accueille les candidats. Anne-Marie Gomis est allée voir comment tout cela se passe. De longues files d'attente devant le hangar des pèlerins de l'aéroport de Dakar. L'endroit abrite provisoirement le dépôt des candidatures à la direction de l'agence de sécurité de proximité. Jusqu'à aujourd'hui, on a reçu plus de 490 poussières des ASP, dont on a des diplômés, de plus les bacheliers, des étudiants et certains qui ont une qualification spécialisée dans différentes structures. On a limité l'âge. On ne peut pas prendre une personne au-delà de 47 ans. Et au-dessus de 22 ans aussi, on ne peut pas prendre. Au-dessus de 22 ans, on ne peut pas prendre. Les candidats des 4 départements de Dakar sont reçus ici. À ce jour, 25 000 dépôts sont enregistrés au niveau national. Seulement, certains dossiers ont été rejetés. Concernant les dossiers à fournir, ils n'avaient que quelques problèmes, comme pour avoir une bonne vie et mœurs. Mais on a su faire de cela un complément de dossier. Ils vont aller chercher ça et amener ça comme complément. L'opération a démarré depuis le 13 février dans les 45 départements. À terme, 3000 agents seront recrutés sur toute l'étendue du territoire. C'est dans le cadre de l'exercice de missions de service public, conformément à la vision du chef de l'État pour combler le gap après la sortie de certains ASP insérés dans d'autres secteurs. Le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir validé un programme national de sécurité et de santé au travail. Selon le BIT, Bureau international du travail, un atelier de partage et de validation s'est tenu à cet effet. C'était en présence du ministre Mansour Sy et des représentants de l'organisme international. Voici le reportage de Ourechama. Le Sénégal marque des points en termes de protection sociale des travailleurs avec cette validation du programme national de sécurité et de santé au travail. Félicitations pour le Sénégal. C'est le premier pays en Afrique à valider le programme national de sécurité et santé au travail. Après de longues années de réflexion et de travaux, les acteurs du monde du travail peuvent se réjouir de cette avancée considérable. Notre préoccupation majeure, c'est très rapidement la mise en œuvre de ce programme, mais pour que le gouvernement du Sénégal donne son quitus sur la politique
national de santé et sécurité. C'est d'abord magnifier ce partenariat parce que la sécurité santé au travail nous interpelle nous aussi, employeurs. On veut tous la même chose, c'est avoir un environnement de travail sûr, sain et salubre. Avec plus de 2 300 000 cas de décès dans des accidents liés au travail à travers le monde, le Sénégal opte pour la sécurité afin de renforcer son capital humain. Le Sénégal accorde une place fondamentale au renforcement du capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Conformément à ces stratégies, le ministère s'est inscrit dans un processus d'amélioration du système national de sécurité et santé au travail, dont l'objectif principal est de faire du milieu du travail un cadre sain, favorable à la protection et à la productivité du travailleur, à la compétitivité des entreprises et au développement de l'économie nationale. La promotion de la santé et de la sécurité du travail nécessite ainsi une grande synergie au niveau des entreprises. C'est ce qui justifie l'option des autorités pour le dialogue et la coopération pour sa bonne mise en œuvre pour le bien des travailleurs du Sénégal. Ce soir, dans la rubrique santé, focus sur les bienfaits de la carotte, ce légume riche en nutriments et surtout prisé pour la vitamine A qui contribue à lutter contre plusieurs maladies. À fond, la carotte, c'est un reportage de Moubalde. C'est la saison de la carotte. Le marché est bien approvisionné. Occasion donc à saisir pour faire le plein de nutriments que ce légume renferme. La carotte est riche en nutriments, en vitamines, en minéraux et certains oligo-éléments même. C'est riche en bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A, qui joue un rôle très important dans la prévention aussi de certaines pathologies. Et c'est bénéfique aussi pour la vision. Pour en profiter pleinement, le mode de préparation joue. Si elle n'est pas cuite, la carotte est plus bénéfique. Quand elle est crue, c'est riche en fibres alimentaires. C'est riche en fibres alimentaires, donc ça joue un rôle très important dans la digestion et ça augmente ce qu'on appelle le bol alimentaire. La carotte peut être consommée cuite, mais pour la cuisson, souvent, par exemple, quand on prépare le tchéboudian ou bien un autre plat, la carotte est tellement cuite de telle sorte qu'on ne va pas bénéficier des vitamines qui y proviennent. Donc, il est mieux de la consommer crue, à la vapeur. Elle peut être transformée sous plusieurs manières, donc ça dépend de la préparation qu'on veut en faire, mais seulement il faut tenir compte du mode de cuisson qu'on utilise, de ne pas la cuire de telle sorte qu'on va perdre toutes les vitamines qu'elle contient. Tout le monde peut récolter des bienfaits de ces légumes. Toutefois, les diabétiques doivent y aller avec modération. Pour les diabétiques, ça fait partie des aliments à quantifier. Elle peut être consommée crue. Elle peut être prise cuite, mais en petite quantité. Parce que la carotte, quand elle est cuite, son index glycémique est assez élevé. Donc ça peut tourner aux environs de 95. Donc ce qui peut être un peu dangereux pour un diabétique. Il y a des malades qui ne peuvent pas le prendre. C'est les malades qui souffrent d'une thrombose veineuse, par exemple, qui sont sous traitement. Donné par un médecin traitant, souvent les cardiologues, le régime antivitamine K. Donc quand la personne est soumise à un régime antivitamine K, elle doit éviter de consommer des aliments tels que la carotte, parce que la carotte, ça contient beaucoup de vitamine K et la forte consommation de la carotte peut entraîner une coagulation sanguine qui est un peu contradictoire au traitement que prescrit le médecin traitant. Crue, cuite, en purée ou en potage, la carotte procure beaucoup de bienfaits pour l'organisme. C'est l'occasion donc d'en profiter car les marchés de Dakar regorgent de ce fruit en cette période de l'année. La rubrique santé, c'est tous les mercredis. Les perspectives de développement économique et social du Sénégal restent satisfaisantes au regard de l'évolution de la croissance, selon Pierre Ndiaye, le directeur général de la planification et des politiques économiques et l'invité de l'émission Le Point. Ce soir, il revient sur les précisions de croissance pour l'année 2017, une croissance qui laisse d'ores et déjà entrevoir une nette amélioration des conditions de vie des Sénégalais.
On entend souvent la croissance ne se mange pas. Absolument. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que sans croissance forte et durable, il est difficile d'améliorer sensiblement, significativement en tout cas, les conditions de vie des populations. C'est quand vous faites une croissance relativement soutenue que l'État arrive à mobiliser davantage de ressources. Et quand l'État mobilise davantage de ressources, c'est cela qui permet de renforcer l'accès aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'assainissement, l'accès à l'eau, les pistes rurales, etc. Et ça permet également, avec cet espace budgétaire élargi, de développer des programmes, comme ça a été le cas au Sénégal, avec le programme des bourses familiales, mais aussi le PUDC, Promoville, Pouma, etc. Et toutes ces actions de l'État, effectivement, contribuent naturellement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, de façon indirecte, cela se mange. Mais quand vous avez une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance où les Sénégalais se retrouvent, évidemment, cela agit directement sur le revenu des ménages et donc sur leurs besoins en investissement, en consommation, etc. Et quand vous prenez la croissance de 2016, l'élément qui est vraiment important ici, c'est qu'elle est relativement diversifiée en termes de secteurs porteurs. Vous avez un renouveau de l'agriculture et la bonne tenue de l'horticulture, grâce évidemment aux efforts consentis par le gouvernement en matière de semences, en matière d'engrais, en matière de matériel agricole, mais également d'irrigation. Vous avez aussi des secteurs comme les industries chimiques et les industries extractives qui ont été très dynamiques depuis, en tout cas, l'entrée dans le capital des ICS d'Indorama. Vous avez également la construction, le secteur du BTP. Qui a connu une évolution favorable à la faveur également des projets d'investissement d'infrastructures que le gouvernement a initiés. Il y a du côté du secteur des services, les transports ont été très dynamiques. Il en est de même des services financiers, mais aussi, surtout, le tourisme. Le point à suivre après ce journal ce soir, focus sur la croissance et les perspectives de politique publique. De 0 francs CFA à 20 millions, le gouvernement a fait son arbitrage. Désormais, la caution pour les élections législatives est fixée à 15 millions. Même si la décision est saluée par la majorité des acteurs politiques, une partie estime que l'État peut mieux faire. Amadou Amtiam. Une réponse technique à une question politique. L'État vient de trancher le débat sur le cautionnement des partis politiques. Pour participer aux élections législatives, chaque parti ou coalition de partis devra verser à la Caisse de dépôt et de consignation 15 millions CFA. Une décision que le PED juge raisonnable. Nous nous réjouissons de la décision prise par le ministre de l'Intérieur en ramenant le montant de la caution à 15 millions, une mesure qui permettra à chaque parti, coalition ou groupement de personnes morales d'apporter sa contribution pour les élections législatives à venir. Une décision qui sera pour d'aucuns une marche pour la démocratie de notre pays. Déjà, lors de la rencontre initiée le 23 février par le ministre de l'Intérieur avec les partis politiques sur la caution, la tendance variait entre 3 millions et 15 millions CFA. Pour une partie de l'opposition, le geste de l'État est un acquis, mais il faut aller plus loin. C'est bien que l'on soit dans un esprit de réduction du montant de la caution, mais il devait y avoir une baisse quand même beaucoup plus substantielle. Parce que nous considérons que la quête de l'électorat ne doit pas seulement être une affaire de nantis, et que nous devons être dans un système démocratique beaucoup plus dynamique, et qu'il serait important et essentiel qu'on puisse permettre à certains de pouvoir participer au vote. Nous cherchons seulement un équilibre entre le pouvoir censitaire qui privilégie l'argent et le populisme où il n'y a même pas de caution. Donc entre les deux, il y a un juste milieu. Et ce juste milieu aurait dû être, parce que la caution était à 5 millions, elle a été portée à 20 millions. Si vous faites la moyenne, c'est 12 millions 500. Maintenant, la portée aujourd'hui à 15 millions, nous disons que c'est bon. C'est déjà un acquis, mais il y a encore beaucoup de pas à faire pour qu'il y ait une diminution significative. À quelques mois des élections législatives, l'État vient de trancher un débat sans lequel aucune participation
ne sera possible. Il faut simplement rappeler que la caution est remboursée à tout parti ou coalition de partis ayant obtenu un député au moins à l'issue de l'élection. La communauté mouride a célébré la naissance de Serigne Bara Mbacké, fils de Serigne Touba Mbacké Khadimou Rassoul, à travers le magal de Mbacké Kadior. Les fidèles mourides se sont rappelés la vie et l'œuvre du saint homme, père de l'actuel khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Fatimata Banelba. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Le Magal de Mbacké Kadior a vécu ce dimanche. Le porte-parole permanent, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, a rappelé les qualités et l'œuvre de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, fils de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Lors de la cérémonie officielle, il a appelé les talibés mourides à travailler de façon saine. Un jour viendra, chacun devra rendre compte au Seigneur. Donner de l'aumône, aider son prochain, acte que tout musulman doit accomplir. Dans son allocution, le porte-parole a également exhorté les fidèles à préparer l'hivernage prochain et prier pour de bonnes récoltes. Le khalife général a aussi adressé un satisfecit au président de la République Macky Sall pour son attachement au khalife et à Mbacké Kadior. Il l'a aussi félicité pour le rôle important joué par le Sénégal dans la crise gambienne. C'est le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a porté le message du président de la République. Accompagné des ministres Khadim Diop et de Brima Mangara, il a conduit la délégation et montré l'attachement du président de la République à la famille de Mbacké Kadior. Toutes les familles religieuses ont envoyé des délégations. Des prières ont été formulées pour une paix durable dans le pays. C'est parti pour 40 jours de prière, de recueillement, mais surtout de pénitence et de partage. C'est donc le temps du carême. À Ziguinchor, les fidèles chrétiens ont démarré le jeûne, un moment propice pour se consacrer à Dieu et qui doit mener vers Pâques. Moussa Mané. Prière, aumône et jeûne, ce sont là les actions que doivent suivre un fidèle chrétien. Le carême est un moment propice de prière et de recueillement, mais surtout de pénitence et de partage. C'est un temps de conversion au cours duquel le fidèle chrétien se tourne vers Dieu et s'ouvre aux autres. Le but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques. En nous disant que la parole de Dieu est un don, le pape veut nous aider à ramener le temps du carême à son vrai sens et à son véritable but. Et ce but que nous trouvons dans la parole de Dieu doit nous conduire à être attentifs à l'autre, au prochain. Ce temps de carême dans lequel nous entrons aujourd'hui, avec les textes qui ont été proposés à notre méditation, nous conduit à Pâques. Le carême est aussi l'occasion pour le fidèle chrétien de se détacher de tout ce qui éloigne de Dieu. C'est à ce titre que le temps de carême est un moment durant lequel il doit vivre une expérience personnelle de sa rencontre avec Dieu. Chacune de nous doit comprendre que Dieu est le seul vrai but de toute vie humaine. Son amour est toujours prêt à pardonner. Il convient alors pour nous de faire le deuil de tout ce qui nous empêche d'aller à Dieu. En ce premier jour du temps de carême, ils sont nombreux à faire le déplacement à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Des fidèles qui ont bien perçu le message. Chaque fidèle doit le vivre d'une façon intense, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que l'on jeûne, ce n'est pas parce qu'on est en temps de carême qu'il faut avoir cette mine triste, que nous partageons le peu que nous avons avec eux, que nous le vivions en communauté. Surtout en ce monde où on est, au XXe siècle, il y a trop de violence. On a l'impression que les cœurs ne sont pas unis. Et la méchanceté est là. Il y a la violence. Donc, toutes ces choses-là, il faut que nos cœurs changent vraiment en cette année 2017. Après la proclamation de l'évangile et de l'homélie, le prêtre leur trace une croix sur le front avec de la cendre, en prononçant ce verset de l'évangile selon saint Marc. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. En plus, ils doivent méditer cet autre verset de la Genèse. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière.
À Dakar, les fidèles ont reçu la bénédiction à la chapelle Saint-Laurent. La prière a été dite par le prêtre qui les a invités à jeûner, à partager, mais aussi à prier pendant les 40 jours de carême. Retour sur la célébration de ce premier jour sur les pas du Christ avec François Sec. Rite particulier de la bénédiction.